En France, depuis quelques années maintenant, un débat s'est installé chez les adhérents, sympathisants, militants de droite. La fameuse question, faut-il fuir le pays pour partir à l'étranger? La France, devenue pour beaucoup un pays invivable pour ses conditions de vie, sa dégradation, son insécurité, et j'en passe, vous connaissez la chanson. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Alors la vidéo ne parle pas du tout de ça. Mais alors, pas du tout. Je sais que beaucoup d'entre vous diront qu'il ne faut pas quitter le pays parce que ce serait un signe de lâcheté, de trahison, de ce que vous voulez, bref. Je vous laisse en débattre en commentaire, mais prenez en compte la subtilité suivante. Le jour où on vous ferme votre compte bancaire, vous faites quoi? Le jour où pour vos prises de position, il vous devient impossible d'ouvrir un compte ou de contracter un prêt, vous faites quoi? En clair, qu'est-ce qui vous rattache à la France quand ce pays, démocratique, ne garantit pas votre liberté d'expression et conduit l'activisme à la mort sociale? Je demande à voir ma conseillère et tout, elle me dit, en fait, elle est un peu désemparée, elle dit, je ne sais pas, je n'ai aucun... j'ai rien, je peux rien faire à mon niveau, et j'ai même pas un début d'explication à vous donner, parce que de ce que moi je vois rien qui cloche d'un point de vue bancaire, donc je peux pas vous dire c'est quelque chose qui vient d'au-dessus. En fait, on a tous vraiment eu exactement en fait le même mail, c'est-à-dire on ne vous dit pas pourquoi on ferme votre compte, mais on vous laisse un mois pour dégager. M'ouvrir un compte en banque, c'est pas très facile quand vous êtes une personne politique exposée. Je n'arrivais pas à ouvrir un compte en banque, je me suis fait jeter de plusieurs banques, enfin voilà. On peut pas savoir si c'est à cause de la ligne politique ou si c'est à cause, j'en sais rien, d'une raison X ou Y, impossible de savoir. Et évidemment, on a demandé pourquoi vous fermez notre compte comme ça du jour au lendemain, etc. Ils ont dit bah non, on n'a pas de raison à vous donner, on ferme votre compte. C'est tout le sujet de ce décryptage qui va traiter d'un sujet bien trop peu évoqué dans le débat politique, le scandale des comptes bancaires. Alors le scandale des comptes bancaires, ça n'est pas uniquement le fait d'être viré du jour au lendemain de sa banque sans aucune justification, vous verrez ça tout à l'heure, mais c'est aussi qu'un parti, comme le Rassemblement National, numéro 1 de tous les sondages, n'a pas d'autre choix que de se faire prêter de l'argent par la Russie. Vous l'aurez compris, ça touche quiconque, et par différentes manières, les politiques, influenceurs, écrivains, militants de droite. Le commencement, la base de la base. Une banque, comment ça marche? Comment est-ce que ça utilise vos données? Et d'abord, n'allons pas trop vite en besogne, comment ouvre-t-on un compte bancaire? En règle générale, il y a une liste de conditions d'éligibilité pour réaliser une demande d'ouverture d'un compte. La plupart du temps, il faut être une personne physique, être majeur et résident en France. Oui, vous pouvez être mineur et ouvrir un compte en banque si votre daron est d'accord. Bref, c'est pas hyper dur. Il n'y a pas des modalités folles. Et puis il y a aussi en France ce qu'on appelle le droit au compte, une loi qui assure que toute personne physique a le droit d'avoir un compte en banque dans ce pays. Et si jamais vous vous faites renvoyer d'une banque pour X ou Y raison, la Banque de France est là pour vous accompagner et en trouver une autre. Tout a l'air très simple sur le papier. Et ça, c'est que pour ouvrir un compte en banque. Parce que dans cette vidéo, on va aussi parler de la grande difficulté qu'ont un certain type de clients pour contracter un prêt. En d'autres termes, demander à une banque de te prêter de l'argent pour financer ta future maison, pour monter ta prochaine boîte, etc. Une banque peut refuser de t'accorder ce prêt si elle considère que tu n'es pas en mesure d'assurer le remboursement ou si tu es fiché par la Banque de France, ce qu'on appelle être inscrit dans la FICP, parce que tu es surendetté. Mais une banque peut te refuser un crédit pour d'autres raisons et sans donner d'explication. Aucun texte, aucune loi ne l'oblige à se justifier. Et c'est là qu'on entre dans le sujet. Une banque n'est pas tenue d'expliquer les raisons d'un refus d'un crédit. De la même manière, elle n'a pas à justifier si du jour au lendemain, elle ferme ton compte. Mais si, comme beaucoup de gens qui vont intervenir dans ce décryptage, ton compte en banque est clean, jamais à découvert, avec des revenus déclarés, que tu ne joues pas à des jeux d'argent et que tu n'es pas impliqué dans du trafic d'armes ou d'enfants, qu'est-ce qui peut être retenu contre toi pour être viré d'une banque ou ne pas avoir de prêt? Je te le donne en mille, tes opinions politiques. Les raisons de s'en douter arrivent plus tard. Parce que vous allez le voir dans cette vidéo, tout est beaucoup plus compliqué dès lors que politiquement parlant, on est orienté. Ce qui est particulièrement étonnant puisque depuis 2016, un règlement à l'échelle de l'Union européenne a été établi sur le stockage des données. En gros, la RGPD, le réglementaire général sur la protection des données, a délimité ce qu'une banque a le droit de dire de vous dans ses dossiers. Quand on est une personne physique et qu'on entre dans une banque, on a tous une fiche qui résume simplement qui nous sommes. Nom, prénom, âge, lieu de naissance, statut professionnel, etc. Normal. Mais que nous dit la RGPD dans son article 9 du chapitre 2? Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale sont interdits. Et ça, c'est censé s'appliquer sur toutes les banques françaises. Le règlement général sur la protection des données est entré en application le 25 mai 2018 pour mieux encadrer le traitement des données. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'économie. C'est Bruno Le Maire, la Bible.
En 2022, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent lors du débat du second tour de l'élection présidentielle. Un débat assez insignifiant, sans intérêt, dans lequel on ne retiendra pas grand-chose, mais au milieu de ces 2 heures d'ennui, il y a eu cette séquence. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Emmanuel Macron rappelle quelque chose que tout le monde sait, à savoir le fait que le Front National, à l'époque, s'est fait prêter de l'argent par une banque russe. Il pense coincer Marine parce que, bien évidemment, la guerre en Ukraine vient d'éclater quelques semaines avant ce débat. Mais la candidate du Rassemblement National répond de manière très méthodique. Si j'ai été obligée d'aller faire un prêt à l'étranger, donc vous l'avez fait. C'est parce que, mais bien sûr, mais tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. C'est parce que aucune banque française n'a voulu m'accorder de prêt. Aucune banque française n'a voulu accorder de prêt, dit-elle. Comme c'est bizarre. C'est là qu'on entre dans le sujet, un peu plus. Pourquoi le parti préféré des Français ne peut-il pas ouvrir un compte en France et contracter un prêt ? Je vous donnerai la réponse dans la dernière partie de la vidéo. Pour le moment, on va se concentrer sur Emmanuel Macron, qui ose reprocher au RN de se faire prêter de l'argent par un parti étranger. C'est vraiment la définition du culot. Parce que dans la suite de l'extrait, Marine Le Pen rappelle ceci. Vous trouviez ça à l'époque tellement scandaleux que vous avez fait voter une loi sur la Banque de la démocratie. Vous ne l'avez jamais mise en œuvre. Pourquoi d'ailleurs, M. Macron, ne l'avez-vous pas fait? Pourquoi n'êtes-vous pas allé au bout de cette Banque de la démocratie dont vous saviez qu'elle comblait un déficit démocratique des banques qui avaient l'air de choisir leur parti politique? Alors, en 2017, pendant l'élection présidentielle, Emmanuel Macron avait fait une promesse de campagne, celle de créer une banque de la démocratie pour que tous les partis politiques puissent être accompagnés financièrement pendant les campagnes électorales. Cette idée vient de François Bayrou, le président du MoDem, qui en 2017 rejoint la Macronie et trouvait insupportable qu'une banque privée ait droit de vie ou de mort sur une formation politique. Tout à fait, François. Tout à fait. Alors concrètement, qu'est-ce que la Banque de la démocratie? C'est l'idée de créer une banque publique, inspirée de la Banque publique d'investissement, destinée à permettre aux partis de se financer de manière transparente, sans passer par une banque privée, et de permettre à tous les partis disposant des garanties nécessaires de pouvoir faire campagne. D'accord. Macron gagne la présidentielle, et François Bayrou est nommé ministre de la Justice. Un mois après sa nomination, le nouveau garde des Sceaux présente son projet de loi pour que la Banque de la démocratie entre en vigueur. L'idée est très bien accueillie par la classe politique, particulièrement par Marine Le Pen, vous vous en doutez bien. Le problème, c'est qu'après un mois place Vendôme, Bayrou est rattrapé par l'affaire des assistants parlementaires du MoDem au Parlement européen et doit déjà quitter son poste. Nicole Belloubet lui succède. Mais la loi est quand même adoptée le 15 septembre 2017. La loi pour la confiance dans la vie politique. Mais aucune trace de la Banque dans la démocratie dans ce texte. Rien du tout. À Jacques Vitre, nouvelle formule pour un résultat 100% sans trace. Mais il y a dans ce texte l'article 30 qui précise que le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 9 mois, les mesures nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques assurent le financement de campagnes électorales. Traduction, le gouvernement s'autorise lui-même, puisque la loi vient d'eux, à prendre des mesures pour aider les partis politiques pendant la campagne. Par cet article 30, tout le monde pense que c'est de la fameuse Banque de la démocratie dont il s'agit. Eh bien non, pas du tout. Parce qu'entre-temps, le Conseil d'État a fait part de ses doutes sur ce projet et donc l'a tout simplement enlevé du projet de loi. Nicole Belloubet ajoutera plus tard que la Banque de la démocratie ne faisait pas consensus. Nicole, c'est votre proposition de loi, promise par ton président, pour laquelle les centristes du MoDem se battent, et le consensus, c'est l'intégralité de leur ligne idéologique. Parce que c'est notre projet! En gros, si je résume, le gouvernement, et particulièrement la garde des Sceaux du moment, Nicole Belloubet, ne se sont pas battus, mais alors pas battus du tout, pour que la Banque de la démocratie existe. Et donc aujourd'hui, encore beaucoup de partis politiques, pourtant appréciés des Français, galèrent à financer leur campagne. Et comme le dit Bardella, la démocratie est verrouillée. J'ai dit dans l'ouverture que ce phénomène touchait particulièrement les partis politiques de droite. Ce n'est pas tout à fait vrai. En 2019, il faut le souligner, la France insoumise n'arrivait pas non plus à bénéficier de prêts bancaires. Et ça, c'est pas normal. Moi, je veux que la France insoumise puisse financer sa campagne. Je fais même des dons pour ça. Non, ça, c'est faux. La République, c'est moi! En fait, pour savoir qui est susceptible d'avoir des problèmes bancaires et des difficultés à obtenir des prêts, il faut regarder leur mode d'adhésion. Généralement, les partis politiques qui galèrent à obtenir un prêt bancaire compensent en rendant l'adhésion payante. Par exemple, si on va sur le site de Reconquête, pour adhérer, on va vous demander de verser une somme annuelle avec des tarifs plus ou moins hauts selon votre situation. Même chose pour le Rassemblement National et les Républicains aussi font payer. Mais chose très curieuse,
pas le parti d'Emmanuel Macron. Genre les adhérents macronistes galèrent à boucler les fins de mois. T'as juste besoin de mettre ton adresse mail et ça y est, tu es adhérent. C'est vraiment l'acte le moins engageant au monde. Parce qu'au moins quand tu payes, que t'es étudiant, que tu roules pas sur l'or, verser une somme d'argent rend l'adhésion encore plus prestigieuse. Ça formule réellement une démarche militante, coûteuse certes, mais plus engageante. Ça n'engage que moi. On va passer à la partie la plus spectaculaire de cette vidéo. Ce sont des écrivains, des youtubeurs, des militants ou militantes de droite, et du jour au lendemain, leur compte en banque a fermé sans aucune raison. Tous tes influenceurs préférés ont des galères de compte en banque. Tous. Et c'est là que vous allez comprendre, si je fais bien mon travail, que l'activisme à droite est un vrai sacrifice. Mais je pèse mes mots. Et particulièrement à droite parce que de l'autre bord, on a des syndicats étudiants comme l'UNEF, ultra subventionnés par l'État. Votre argent. Ce sera beaucoup trop long de tous les citer, donc je vais m'appuyer sur quelques cas de figure pour que vous puissiez comprendre l'ampleur du délire. Je vais vous raconter le cas de figure de Julien Rochdy, Alice Cordier du collectif Nemesis, Valek et Baptiste Marchais de la chaîne Bench & Cigars. Vous allez voir, toutes les histoires se ressemblent beaucoup. Je ne citerai pas les banques en question, pour des raisons évidentes de procès. Mon argent. J'espère que vous allez bien. On commence avec Julien Rochdy. Je le présente au cas où pour les rares abonnés parmi vous qui ne le connaîtraient pas, mais j'en doute fortement. Julien Rochdy, c'est cet écrivain de 35 ans qui propose également des conférences sur sa chaîne YouTube, mais qui est surtout connu aujourd'hui pour ses ouvrages sur Nietzsche, qui d'ailleurs a été traduit dans beaucoup de pays d'Europe, et aussi fait d'armes non négligeables, son livre sur le féminisme, L'amour et la guerre. C'est très difficile d'en placer une avec ce monsieur en chemise bleue. Aujourd'hui, Rochdy n'a absolument aucun moyen de contracter un prêt bancaire. Pourquoi? En réalité, on le sait tous, seulement aucune justification ne lui a été faite. Alors pour les plus jeunes qui nous regardent, à vous les lycéens, les collégiens, les maternelles, sachez que c'est extrêmement contraignant dans la vie si aucune banque ne veut vous accorder un prêt. Les chances de pouvoir acheter une maison sont quasi nulles. Et c'est précisément ce qui arrive à Rochdy, et à 35 ans, c'est relou. Alors que son compte en banque est clean, équilibré et qu'il fait pas du blanchiment d'argent. D'ailleurs, d'après ce qu'il nous a raconté, à plusieurs reprises, il a demandé d'obtenir un prêt. Jamais son conseiller bancaire dans les différentes banques ne lui a refusé. C'est systématiquement un appel du siège national qui empêche le prêt. Retenez bien cette info. Mais le pire dans le cas Rochdy, vous le savez sûrement, avant d'être écrivain, avant d'être conférencier, Julien Rochdy était le directeur national des FNJ, le mouvement jeune du Front National. On est au début des années 2010, et en 2014, Julien Rochdy va être viré de sa banque, lui, et sa sœur. Sa sœur, qui n'est pas militante ou quoi que ce soit. En plus, elle a 18 ans à l'époque. Chiant. Très chiant. Virée de sa banque parce qu'elle est la petite sœur d'un mec militant. Bref, si vous voulez financer la prochaine maison de campagne de Julien Rochdy, n'hésitez pas à le soutenir en achetant ses livres. Le lien est dans la description. On a aussi eu le témoignage d'Alice Cordier, la présidente du collectif Nemesis, ce collectif de féministes identitaires bien connu pour des opérations coup de poing, notamment lors de manifestations féministes d'extrême gauche. Le collectif Nemesis avait son compte en banque pendant 2 ans et demi dans le même établissement. Et du jour au lendemain, alors que le collectif change de présidence, les conseillers se replongent dans le dossier et vont curieusement appeler à plusieurs reprises l'association militante pour demander des informations très précises sur les actions menées par le collectif. Bizarre. Alors ici, la banque n'est pas tenue de respecter les règles de la RGPD puisqu'il s'agit d'une association et donc d'une personne morale, pas d'une personne physique. Après de nombreux appels de la banque, Nemesis finit par recevoir à son tour un communiqué pour lui expliquer que le compte est banni. Aucune justification. Elles tenteront d'appeler à plusieurs reprises le conseiller bancaire qui ne répondra pas. L'asso Nemesis ne pouvait plus faire aucune transaction. Comment bien articuler? Même PayPal était bloqué. En clair, t'es à poil. Alors que tout se passait très bien pendant 2 ans et demi. On passe à Valek, un des premiers youtubeurs de droite dans le game, énorme précurseur qui a tabassé la bien-pensance sur une chaîne YouTube de 400 000 abonnés. Bref, un pilier des influenceurs de droite et qui aujourd'hui vit en Andorre avec son pote Bruno Le Salé et vous allez comprendre pourquoi. En décembre 2021, le compte en banque de Bruno Le Salé saute. Aucune justification, c'est toujours comme ça. 2 semaines plus tard, le compte en banque de Valek saute à son tour. Il l'apprend en recevant ce mail. Nous vous informons que nous n'avons plus convenance à maintenir notre relation commerciale. Et le pire arrive 1 semaine après, c'est sa femme qui perd son compte en banque. Pourquoi en fait le compte bancaire de ma femme a été fermé aussi, c'est que moi de temps en temps je lui faisais quelques virements. Et je pense qu'à mon avis, en fait, ils ont dû voir que c'était des virements qui étaient récurrents. Et en fait, ils ont dû faire l'association et se dire, ok, c'est des gens qui sont ensemble. Et je sais qu'ils avaient fait aussi une enquête, je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais ils avaient fait une enquête pour savoir si j'étais en concubinage, etc. Et à mon avis, par déduction, ils ont dû se dire, ok, c'est sa femme. Je sais pas si on se rend compte du délire, mais tes proches sont aussi victimes du procès d'intention. Alors Valek, lui, s'est tourné ensuite vers des banques en ligne. Pour certains, ça marche, parce que le suivi de ton profil est plus distinct. Mais attention, ça ne marche pas avec tout le monde. Et vous allez le voir avec l'histoire de Baptiste Marchais. Baptiste Marchais, de la chaîne Bench & Cigars, est parti vivre au Texas. Et c'est en grande partie lui qui a mis sur la table le sujet de savoir si oui ou non il fallait quitter la France, d'où
d'où mon introduction sur le sujet. Et pour le coup, c'est difficile de pas comprendre son choix avec ce que les banques françaises ont pu lui faire vivre. Je vous explique. En 2021, quand sa chaîne YouTube cartonne, Baptiste Marchais ouvre un compte pro dans une banque, dans laquelle il était personnellement, pour la production de ses vidéos. Il prend un crédit, la banque accepte au départ. Intéressant. Mais vous vous en doutez, très vite, il reçoit un mail de sa banque qui explique ne plus vouloir travailler avec lui. Il a donc un mois pour transférer son argent vers une autre banque. Aucune justification supplémentaire, et à nouveau sur un compte alimenté, avec des revenus stables, déclarés. Il avait même une carte gold, pour l'anecdote. Et ça, c'est signe des plus grands. Mais moi, je l'ai pas. De toute façon, moi, mon compte va bientôt sauter, donc... Il a donc un mois pour transférer son argent vers une autre banque. Mais avant même que Baptiste Marchais ait le temps de transférer son argent sur une autre banque, il se passe ça. Et un jour, je reviens d'un tournage, et je me rappelle très bien, je suis dans le TGV. Je reviens d'un tournage, je commande un Uber pour venir me chercher à la gare, et ça passe pas. Mais avec le compte de l'entreprise, parce que c'est un tournage et tout, donc avec la carte de l'entreprise, ça marche pas. 0 €. Toute la trésorerie de sa boîte de production a disparu. La banque en question a soldé le crédit accordé il y a quelques mois. La boîte de production n'a plus aucun fonds. Là, c'est chaud. Heureusement, grâce à une cagnotte lancée sur ses réseaux, Baptiste Marchais parvient finalement à se relancer au bout de quelques jours et à retrouver les fonds pour sa boîte de production. Mais il faut maintenant trouver une nouvelle banque. Et toutes les banques refusent. Il enchaîne les refus jusqu'à tomber finalement sur une banque en ligne allemande, mais qui a une filiale en France. Et on ne la citera pas parce que cette nouvelle banque est aujourd'hui en procès avec Baptiste Marchais. Vous allez comprendre. Il reste un an dans cette banque allemande et y ouvre un compte pro pour lancer sa propre marque de chemise hawaïenne 100% fabriquée en France. Ce qui est très dur à monter parce qu'en France, le textile est un marché difficile, c'est compliqué de vendre ton article 100% conçu en France, moins de 200 €. Ce projet, c'est 2 ans de travail et ça démarre plutôt fort puisque dès l'ouverture, 500 chemises sont vendues. Les fonds reçus sur la plateforme de paiement sont transférés sur le compte en banque pour pouvoir ensuite commander aux fournisseurs. Tout le monde suit? Mais non. Là aussi, d'une seconde à l'autre, tout est bloqué. La carte, l'appli, impossible de faire des virements. Pas bloqué pendant 2 jours. Pendant 2 mois. On parle d'une banque en ligne qui par définition n'a pas de guichet dans la rue pour tenter d'extraire de l'argent. Le compte de Baptiste Marchais sur cette banque est gelé. Il ne peut pas passer la commande alors que des gens, des clients, attendent leur chemise. Alors on se parle, il n'a toujours pas accès au compte. Raison pour laquelle Baptiste Marchais est actuellement en procès avec cette banque puisqu'il a dû en partie rembourser les gens de sa branche. Toujours pas de nouvelles depuis le mois de juin. Dans ce genre de cas, une banque fait l'autruche. Du moins en France, ça n'assume jamais. Pour cette dernière partie, on va parler d'un cas très éloquent. Vous connaissez sûrement Nigel Farage. C'est un politique britannique très connu, très médiatique. C'est un peu Éric Zemmour en France, c'est-à-dire un homme politique que tout le monde connaît. Soit on l'adore, soit on le déteste, parce que Farage est assez diabolisé. Il a aussi une carrière dans le journalisme, puisque Farage est entre autres animateur radio. Do you understand how upset some people in central London are by your behavior? Il a une chaîne YouTube à 380 000 abonnés, c'est beaucoup, ça reste moins que VA+, mais qu'importe. Il est d'abord et surtout un ancien député européen et un grand artisan du Brexit. L'été dernier, Nigel Farage explique sur ses réseaux que la très prestigieuse Bank Coats, qui est en passage la banque de la famille royale, lui a fermé ses comptes du jour au lendemain. The worst of the story is they denied to me on the phone on Friday that I was a PEP, a politically exposed person. That's the reason nobody else will have me, and Coats are frankly being very dishonest. Jusque-là, classique par rapport au reste de la vidéo. Mais c'est là qu'on voit que tout le monde ne pense pas comme nous. Ces révélations que Farage présente avec des preuves provoquent un énorme tollé. Pourquoi ça provoque un scandale? Parce que la banque a assumé et affirmé dans un document que Nigel Farage a rendu public que ses opinions politiques étaient en conflit avec les valeurs défendues par la banque. C'est cet aveu qui a provoqué la polémique puisque même le Premier ministre, Rishi Sunak, s'est indigné de cette méthode en rappelant à juste titre « Personne ne devrait être interdit d'utiliser des services de base en raison de ses vues politiques ». Alors on peut noter que la banque en question a assumé son boycott. C'est au moins ça. Cette banque britannique peut se le permettre parce qu'elle n'est pas régie par la RGPD dont on a parlé tout à l'heure. Parce que comme on l'a vu au départ, théoriquement, aucune banque en France ne peut vous ficher pour vos opinions politiques. Et donc aucune banque ne pourrait assumer comme la banque Coats que ce sont vos valeurs qui dérangent. Mais de quelles valeurs parle-t-on? Où est-il inscrit qu'une banque a des valeurs à respecter? Les banques ont souvent des chartes éthiques qui dessinent leur mission auprès de leurs clients, mais aucun client en entrant dans une banque n'est tenu de renoncer à son poste, à son statut de militant ou à ses prises de position publiques. Non, ce que soulève le cas Nigel Farage et le cas de la banque Coats, c'est le devoir de réputation d'une banque. Elles ont peur de voir partir leurs clients s'ils apprennent que cette même banque finance une personnalité trop politisée à leur goût. Et à ce sujet, on est bien obligé maintenant de parler de Boursorama. Vous savez, cette banque en ligne qui, il y a quelques semaines, a reçu Marion Maréchal pour une interview. Boursorama s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux pour avoir accordé cet entretien. Et des clients
ont quitté la banque. Tout ça parce que Boursorama a eu le malheur d'accorder un entretien à la tête de liste du parti Reconquête. Elle a juste donné une interview, elle a pas dit haut et fort qu'elle avait un compte chez eux. Et les gens se barrent. Ça veut dire que même dans les banques, il n'y a pas de pluralisme. Et ça, c'est peut-être l'objet d'un prochain décryptage. C'est faux. En tout cas, j'espère que celui-là vous a plu et que vous avez compris qu'en France, l'engagement politique ne peut pas se faire seul. Parmi tous les cas de figure que j'ai pu citer, du Rassemblement national jusqu'aux influenceurs, ce sont toujours les appels aux dons qui permettent de se maintenir en vie. Alors profitez-en.